Bienvenue à notre première session de jour 2 qui s'appelle Apprenez à défendre vos droits vous-même. Cette session a été créée pour vous aider à comprendre vos droits, explorer des standards de soins, les meilleures pratiques, mais en fait, ce que vous devriez vous attendre d'avoir suivant vos soins contre le cancer. On a 4 invités patients très dynamiques avec des hauts profils. J'aimerais partager quelques histoires avec vous, malgré qu'ils vont partager eux-mêmes, parce que je crois que les histoires mettent la table pour pourquoi défendre les droits est important pour eux. Vous avez rencontré Barry Stein, qui est le président et CEO de Cancer Colorectal Canada. À titre de président, Monsieur Stein représente les intérêts des patients atteints de cancer et s'entretient régulièrement avec des professionnels de la santé, des représentants de l'industrie et du gouvernement et des groupes de patients tant qu'au Canada qu'à l'étranger. Barry est avocat de métier. Il a fait la promotion d'initiatives communautaires de dépistage du cancer colorectal, de la formation des patients et des médecins et des lignes directrices consensuelles pour les professionnels de la santé de plusieurs disciplines dans le but d'améliorer les résultats chez les patients dans l'ensemble du pays. Survivant d'un cancer colorectal métastatique diagnostiqué en 1995, M. Stein a dû se faire soigner à l'étranger pour vaincre la maladie. Son jugement, rendu par la Cour supérieure du Québec, a permis d'établir un précédent pour le remboursement des frais médicaux à l'extérieur du pays. Alors, je suis sûr que Barry va partager avec nous à ce sujet-là. Je voulais aussi vous présenter à Dr. Robin McGee, qui est une psychologue agréée, aussi reçu un diagnostic de cancer rectal à un stade avancé après 2 années de soins médicaux sérieusement malaxés. Dans ses propres mots, elle a été congédiée à plusieurs reprises par 3 médecins de famille et un chirurgien général, malgré les segments rectaux quotidiens, des antécédents familiaux immédiats de CCR et un test de dépistage positif de cancer. Robin a attendu 661 jours pour une endoscopie diagnostique. Pendant son traitement, elle a appris que la chimiothérapie Folfox n'était pas autorisée en Nouvelle-Écosse pour le cancer du rectum où elle habite. Robin et sa communauté ont fait pression avec succès sur le gouvernement pour étendre la liste de médicaments pour l'inclure, bien que trop tard pour que Robin le reçoive. Depuis, plus de 1200 néo-écossais ont eu accès à cette meilleure chance de guérison. Malheureusement, en 2017, le cancer de Robin a réapparu. Malheureusement, elle a été une fois de plus victime d'une grave erreur médicale. Puis en fait, tout ça a défini la passion de Robin pour la défense des droits. Dans les dernières années, elle a été une défenseur des droits des patients et en 2016, elle a été décorée par la gouverneure générale du Canada avec la médaille de la souveraine pour les bénévoles. Ensuite, Mana Westcott est une survivante du cancer de côlon de stade 4 d'une petite ville de l'île de Vancouver, Courtenay, BC. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 42 ans, juste à la veille de la pandémie, en octobre 2019. Malgré des années de symptômes récurrents de cancer du côlon et ayant un test FIT positif, son diagnostic a été sévèrement retardé en raison des protocoles de dépistage basés sur l'âge et le biais de genre qui ont finalement abouti à une maladie à un stade avancé. Après avoir subi une chirurgie en 2019 et une chimiothérapie adjuvante en 2020, la plus récente analyse semestrielle de Mana en mars 2022 a montré qu'elle était actuellement sans cancer, ce qui est de super nouvelles. Elle espère que son histoire de diagnostic retardé peut aider les autres à se défendre. Finalement, j'aimerais ça vous présenter Pierre Campeau. Pierre est un survivant du cancer du côlon stade 3 qui a été diagnostiqué au plus fort de la pandémie COVID-19, très proche de Mana. Il est actuellement en pleine évolution de carrière après 15 ans de relations publiques. Alors, je suis excité de commencer la conversation et de mettre la table sur l'autodéfense. Alors, j'ai demandé à Barry de partager son histoire en quelques mots. Alors, comment est-ce que lui a commencé à travailler dans la défense des droits?
Alors, merci beaucoup Anne-Marie et merci à tous mes copanélistes ici aujourd'hui pour partager vos histoires et parler de advocacy, de défense des droits. Premièrement, on peut distinguer l'autodéfense de ce qu'on fait aussi en tant que défense des droits publics pour les changements de politique, par exemple. Et j'aimerais aussi parler notre soutien pair à pair, comment nous on défend chacun et nous-mêmes. Alors, en 1995, quand j'ai été diagnostiqué avec le cancer colorectal métastatique, il n'y avait rien au Canada. Il y avait du 5FU et une petite tape dans le dos. J'avais 40 ans, proche de 41, et j'avais une jeune famille. J'ai encore une famille grandissante. 8 petits-enfants maintenant, et à ce moment-là, en 95, ils étaient très jeunes, et je savais pas quoi faire. Alors, la clé, c'était de trouver quoi faire. Et je n'étais pas un défenseur de droit, j'essayais juste de trouver comment survivre. Et comme plusieurs personnes sur le panel, c'est ça notre choix. On a une maladie, quelque chose de nouveau. La disponibilité des diagnostics ou des traitements ne sont pas disponibles et il faut se battre pour les avoir. Alors, ça a commencé comme de l'autodéfense. Mais n'importe quelle personne qui fait des défenses de droits, ils ont cet esprit-là au début. C'est ça l'esprit du self-advocacy. C'est ça qui pousse l'émotion, c'est ça qui pousse la passion pour arriver au but. Une des choses, avec la conséquence de ma maladie, c'est une des choses que j'ai pu faire, c'est d'aider à amener des programmes de dépistage à travers le pays et me battre pour la prévention et le dépistage. Et ça a l'air de quelque chose de très facile et logique, et on en parle aujourd'hui, mais ça a été très difficile. Beaucoup des habiletés que j'ai en tant qu'avocat, que j'ai développées en tant que patient, en tant que défenseur des droits, c'est de parler aux représentants du gouvernement pour changer les politiques de santé pour qu'elles soient plus en ligne avec ce que les patients veulent, leurs préférences et leurs valeurs. C'est très différent aujourd'hui que ce que c'était en 1995. En tant que patient à l'époque, sans aucune expérience en cancer, j'ai dû trouver quoi faire pour obtenir le traitement n'importe où que je pouvais. Alors, la recherche, c'est la première chose en tant qu'autodéfenseur, c'est la première chose à faire. Comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de disponible, où sont les traitements, où sont les innovations et où on peut les avoir. Malheureusement, en 1995, il n'y a rien qui était disponible au Canada, peu importe ce que je faisais. Alors, en fait, j'allais pas quitter le pays. J'ai abandonné. J'ai été dans un lit d'hôpital pendant une couple de jours et j'ai eu ma chirurgie annulée et j'avais aucun autre choix sauf de quitter le pays pour sauver ma vie. Je suis allé à New York pour avoir une infusion hépato-artérielle pour donner la chimiothérapie directement à mon foie. Mais c'était un bon exemple parce qu'en faisant ça moi-même, en défendant mes propres droits, on a été capable de défendre les droits en créant un projet pilote et en fait un essai clinique à Sunnybrook à Toronto et de commencer ce projet-là. Alors l'autodéfense s'est transformée en défense des droits des autres. Et similairement pour le dépistage, quand j'ai trouvé que je ne savais pas c'était quoi une colonoscopie ou c'était quoi les signes et symptômes de la maladie, ça a commencé avec une campagne de sensibilisation, puis à chaque année, on en fait une autre. Alors, c'était une grosse différence, mais ça, c'était pas dans les cartes au début. Pour les patients, les membres de la famille, les soignants, c'est quelque chose auquel on pense pas au début. On pense à comment survivre, puis ça, c'est la racine de tout. Heureusement, j'ai dû avoir 4 chirurgies au foie qui n'étaient pas disponibles. La cryochirurgie, l'ablation radio et le PET scan. On a été capable de défendre les droits des gens au Canada pour avoir les PET scans. Il y avait juste New York, il y avait seulement quelques scanners au Canada. Puis on a défendu le droit d'avoir ça au Canada et maintenant, on a une bonne disponibilité au Canada, un peu moins en Ontario dans le reste du pays, mais on a encore l'accès, chose qu'on n'avait pas avant.
la nouvelle innovation, c'est les traitements, soit la chimiothérapie. On a dû défendre le droit d'avoir des essais cliniques au début. Et maintenant, on, on essaie de faire la même chose pour les traitements de précision. Alors, ce que j'essaie de dire ici, c'est que beaucoup de la défense des droits vient des besoins, des innovations, un besoin pour que les patients aient un accès égal aux nouvelles innovations et traitements, pour qu'on puisse survivre, pour que nos pères puissent survivre et pour que d'autres à travers le pays, pour des générations, puissent bénéficier de ça. Puis c'est pas un phénomène à ce point-ci qui est confiné au Canada. De plus en plus, je trouve que le travail qu'on fait pour les profils moléculaires, aux soins personnalisés, le réseautage des données agrégées, par exemple pour les chercheurs, faire les essais cliniques, c'est vraiment un des concepts internationaux sur lesquels on peut travailler au Canada et internationalement. Comme j'ai mentionné avant, j'avais 40 ans. Puis ça, c'est une nouvelle chose au Canada ces jours-ci. Même si les chiffres sont petits, on parle des débuts précoces. On a développé le programme qui s'appelle Jamais trop tôt, Never Too Young, qui fait partie de notre programme. Mais ça a commencé parce que moi, j'avais 40, puis on a tellement de patients jeunes ces jours-ci. Mais j'ai commencé euh, perçu comme étant très jeune. Alors, maintenant, on a du dépistage 50 ans et plus, 40 aux États-Unis, mais 40, c'est quand même considéré jeune. Alors, on a développé en tant que politique de défense des droits pour assister les jeunes patients, leurs familles, et changer les standards dans dans les centres de cancer pour les jeunes parce qu'ils ont des besoins complètement différents. Alors, pour finir mon histoire, et j'ai mentionné que je suis allé à New York, j'ai eu 4 chirurgies hépatiques, cryochirurgie, différents scans qui n'étaient pas disponibles, PET scan qui n'étaient pas disponibles au Canada. Éventuellement, j'ai participé dans un essai clinique en Californie à Santa Monica et j'ai été capable de, pas juste pour moi-même, mais d'amener beaucoup de médias, Radio-Canada, CBC, ont porté l'histoire à l'époque et on défendait les droits des nouveaux traitements et c'était l'immunothérapie ou les vaccins à Santa Monica. C'est ça que j'ai essayé. Mais ultimement, après 1 an d'essai, peut-être j'ai eu une immunité dans mon système, mais ce qu'on a trouvé, c'est que le cancer avait progressé dans mes poumons. J'ai eu des chirurgies aux poumons, à Montréal cette fois-ci. Ça a été un succès. Puis on a travaillé avec autre chose. On a travaillé main dans la main avec mon chirurgien ici à Montréal pour décider quoi faire. On a pris des décisions de façon conjointe. Puis ça, c'est une autre chose que moi j'ai dû faire en tant qu'individu, mais on a été capable de discuter, d'inclure des patients et de parler et de convaincre les médecins que c'était la façon de fonctionner. Alors, avec les essais cliniques, on a créé PACT ici, le centre pour inclure les patients. On a eu des navigateurs et un accès plus facile aux essais cliniques au Canada et ultimement faire des essais décentralisés. Je vais finir en disant que j'ai eu 3 chirurgies dans les poumons, un peu de chimiothérapie et à ce moment-là, on avait seulement des chimiothérapies invasives puis rien de précis comme on a aujourd'hui. Alors, je dirais que je suis très heureux de pouvoir parler pour les autres, pas juste pour moi, et n'importe qui est intéressé dans la défense des droits, comme nos panélistes, je suis sûr qu'ils vont vous inspirer aujourd'hui. Communiquer avec nous, travailler avec d'autres pour amener le changement, pour qu'on puisse s'assurer que moins de gens ont un diagnostic, qu'on puisse le prévenir et ceux qui sont affectés par la maladie puissent avoir le meilleur et traitement le plus équitable possible au Canada. Anne-Marie? Merci beaucoup, Barry. Tu as toujours été à l'avant-garde et c'est clair que ta maladie a défini ton travail d'une vie. J'aimerais ça parler à Robin pour partager son histoire. Robin n'allait pas bien,
et ça va peut-être avoir un impact sur sa voix, mais elle est ici aujourd'hui parce qu'elle a tellement des messages importants. Alors, Robin, s'il te plaît, partager ton histoire le plus que tu peux. OK. Alors, comme Barry, j'ai été diagnostiqué il y a un moment quand la chimiothérapie était faite provincialement et pas nationalement. Alors, comme décrit au début, le problème, c'est que j'avais des soins diagnostiques terribles. J'ai été, euh, j'avais en dessous de l'âge de 5 ans, alors les médecins ont ignoré tous les symptômes, le saignement, l'historique ma mère, mon père avaient la maladie et j'avais aussi des tests positifs qui étaient le FOBT que j'étais capable de faire. Mais même avec ça, ils ont dit non, moins de 50 ans, pas de colonoscopie. Alors ça a pris presque 2 ans pour avoir une colonoscopie. Et juste avant de dire ça, je veux être clair, c'est pas juste mon opinion que le diagnostic était terrible. Les médecins ont été disciplinés par le Collège des médecins en Nouvelle-Écosse et j'ai été capable de les amener en cours en mal. Ça a pris 7 ans, mais même le CMPA a dit on peut pas défendre rien. Il pouvait trouver un expert capable de défendre les soins que j'ai reçus parce que c'était si mauvais que ça. Alors, après avoir réalisé que j'ai eu stage 4 curable, mais on sait aujourd'hui en retournant au scan que non, j'étais stade 4. Euh, mais dans la province de Nouvelle-Écosse, au moment où j'ai été diagnostiqué, il n'y avait pas de Folfox disponible pour le cancer rectal. Côlon, oui, mais pas rectal. Alors, on était la seule exception dans l'Ouest. Toutes les autres provinces, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, juste pas la Nouvelle-Écosse. Alors, ma communauté et moi, on a lobbyé la province pour étendre le formulaire, pour inclure le Folfox. Et ça a pris à peu près 6 mois. Et on a eu du succès, ultimement, malheureusement, comme il a été noté, trop tard pour moi. Alors, j'ai seulement eu le 5FU parce que, comme Barry a dit, c'est tout ce qui était disponible à l'époque. Alors, j'ai été en rémission pendant à peu près 6 ans. Malheureusement, une autre erreur médicale, un radiologiste distrait, ont manqué une tumeur de 2 cm dans mon pelvis. Ça a pris 6 mois de lobbying pour persuader les donneurs de soins qu'il y avait un problème. Mon CCA montait et bon, de toute façon, le temps que ça l'a pris, malheureusement, j'ai eu un PET scan, merci Barry, pour révéler la tumeur. Le 2 cm était devenu 10 cm et c'était allé dans tous mes organes pelviques. Alors, j'ai eu une grosse chirurgie. On a eu des complications là-dessus. J'étais allé à Toronto pour aller faire réparer les complications. J'ai vécu là pendant des mois pour revenir de ça. Alors, comme toutes les choses, ça commence avec un diagnostic en retard, puis ça se transforme. Alors, la défense des droits, faut le faire soi-même de tous les niveaux. Alors, de façon quand même intéressante, quand mon cancer est revenu, encore, il y avait un médicament qui était hors formulaire, mais cette fois-ci, Radio-Canada s'est impliqué. Ils ont fait une histoire, il y a eu assez de pression que le gouvernement a dit, OK, on va vous faire une exemption spéciale pour avoir un traitement EFTR. Alors, j'ai été capable d'avoir ça en 2017 quand ma maladie est revenue. Alors, ça c'était ça. Ça c'était le niveau. Alors, il y a la défense de ses droits, mais ensuite il y a la défense des droits publics. Et il y a des choses que j'ai dû me battre comme chien et chat pour essayer d'avoir ce qui était nécessaire, même quand mon cancer est revenu une troisième fois, le jour que le confinement a été annoncé, on a dû se battre et se battre pour avoir n'importe quelle sorte
d'attention médicale parce que le système au complet était paralysé. Alors, ça l'a pris des semaines, des mois pour accéder à la chimiothérapie sous ces circonstances-là. Puis encore une fois, avec le COVID, les délais, encore, fallait lobbyer encore. Alors ma pause de 3 mois s'est transformée à 6 mois. Puis là, mon cancer a doublé de grandeur parce que je ne pouvais pas accéder à cause du COVID des ressources, je veux dire. Ils avaient juste pas le personnel. Alors, les infirmières avaient été envoyées à la COVID. Alors, j'ai eu une autre histoire pour mes yeux. Je perdais ma vision à cause du traitement de cancer. C'est très rare, c'est très obscur, mais naturellement, toutes les chirurgies ont été annulées, incluant les yeux. Alors, j'ai été obligé de lobbyer encore CBC, Radio-Canada, CTV, Global, C'était tellement piteux. Tu sais, c'était une personne qui avait le cancer terminal, est en train de perdre ses yeux de façon préventive, avec quelque chose qui pouvait être prévenu. Alors, on a été capable d'avoir une petite exception à la 11e heure. J'ai été capable d'avoir la chirurgie qui a sauvé ma vision. Sinon, j'aurais été aveugle en 6 mois. Alors, ça, c'est l'histoire personnelle. Au point de vue public, le advocacy s'est étendu à l'éducation des patients. Cancer of Nova Scotia, je faisais du bénévolat, j'étais représentative sur plusieurs groupes, 50 plus heures sur les groupes de travail pour développer des meilleurs standards de soins pour le cancer colorectal dans ma province, mais aussi l'amélioration dans la détection, le dépistage du cancer colorectal, parce que les histoires, il y a tellement de docteurs qui disent, non, désolé, tu peux pas avoir du cancer, t'as pas 50 ans, c'est mon opinion. Puis ça, ils utilisent les standards de dépistage pour adresser des patients symptomatiques, ce qui est mauvais. Alors, beaucoup, beaucoup de travail là. Et alors, on produit des super documents sur les soins de cancer. Malheureusement, on a eu un changement de gouvernement, puis ça a été tabletté malheureusement pour tout le travail, mais j'ai appris beaucoup et je continue de pousser sur l'éducation patient, l'éducation pour les survivants et essayer très fort d'amener de l'attention sur le cancer précoce et la reconnaissance de ces choses-là. Alors, il y a ça. Et plus d'autres défenses des droits personnels, par exemple Canadian Cancer Society, les programmes pair à pair où on aide des gens tous les jours au téléphone, partout au Canada. Plus que 25 personnes pour essayer, OK, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez demander. Faut essayer de faire ça. Alors, essayer les gens à pouvoir défendre leurs propres droits d'un point de vue individuel, mais aussi provincial. Alors, c'est provincial, national et d'un certain point international parce qu'on a commencé à travailler dans d'autres pays, remarquablement en Arabie Saoudite, pour améliorer leur sécurité aux patients parce que même eux ont demandé que je consulte. Alors, c'est fascinant. Alors, je fais de mon mieux pour améliorer la sécurité des patients. Alors, avec une organisation qui s'appelle Patient for Patient Safety Canada, et l'organisation essaie d'améliorer la sécurité des patients. Et mon intérêt, c'est les mauvais diagnostics en tant que soins non sécuritaires que les gens reçoivent. Alors, je vais finir en disant que la première partie de mon histoire de cancer, la bataille avec le gouvernement, le lobbying, le travail pour survivre et faire ces changements-là pour le Folfox, j'ai mis ça dans un livre qui s'appelle Le Cancer Olympic, qui a été publié en 2014, qui relate cette histoire pour donc la bataille pour une politique juste de chimiothérapie. Et c'était pas la fin de l'histoire, comme vous l'avez entendu, mais ça, c'est un livre qui décrit les efforts initiaux.
Et comme Barry a dit, ça commence avec le personnel, puis là, on réalise que centaines de personnes, centaines, milliers de personnes ne peuvent pas accéder aux soins qu'ils méritent dans la province. Et c'est pas juste moi qui va mourir de ça. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai été tellement actif. Alors, ma situation maintenant, alors le cancer s'est propagé. Malheureusement, c'est dans un endroit inopérable. Alors, ça veut dire que je suis sur la chimiothérapie pour le reste de mes jours. Alors, c'est où je suis en ce moment. Anne-Marie. Robin, histoire incroyable. Merci pour ta force. Merci pour ta persistance, ta force. Ça fait une différence à tellement de gens. J'aimerais beaucoup si on pouvait mettre ton livre dans le chat. Natacha qui est derrière les coulisses. Si on pouvait accéder à ça, les autres aimeraient le lire peut-être. Je pense que ton histoire est un pont magnifique à l'histoire de Mana, une histoire de mauvais diagnostic. Alors, Mana, peux-tu partager ton histoire, s'il te plaît? Bien sûr. Oui. Alors, j'ai été diagnostiqué jeune, j'imagine. J'avais 42 ans. C'est un peu drôle parce que à ce moment-là, on commence à se sentir vieux. Alors, se référer comme étant jeune ou précoce ou never too young ou jamais trop tôt, jamais trop jeune, c'est un concept bizarre. Alors, je commençais à avoir des symptômes récurrents, probablement 5 ans avant mon diagnostic. Et je suis allé voir mon médecin, mon généraliste, et en fait plusieurs généralistes, et on a parlé d'anémie. Ils ont dit, ben c'est normal pour des jeunes femmes, mais ça aurait pas dû être normal pour moi parce que la raison pourquoi les femmes ont de l'anémie quand ils sont jeunes, ça marchait pas pour moi. Et l'autre chose, c'était en fait le symptôme le plus voyant, c'était des selles saignantes. Puis, ben, c'est commun avec les gens qui ont des hémorroïdes. J'ai pas d'hémorroïdes. Ben, en fait, des hémorroïdes internes, on les sent pas, il y a pas de douleur. Ils avaient toujours quelque chose de rationnel à trouver pour les symptômes, même si ça marchait pas pour moi, comme ça, il y avait pas de deux pour, il y avait, ça ne marchait pas. Alors, mais je l'ai pris, puis j'ai continué. Et après à peu près 5 ans d'avoir de l'anxiété sérieuse, je me convainquais que j'avais une anxiété. Alors j'ai essayé la méditation, passer à travers, j'essayais de me convaincre que tout était correct. J'ai finalement réalisé que non, tout n'est pas correct. Je suis allé voir un autre médecin après avoir déménagé ici à l'île de Vancouver. Alors, c'était chanceux de pouvoir venir ici puis d'avoir un nouveau généraliste. Puis avec elle, j'ai dû me battre encore pour avoir le diagnostic. Alors, ça a commencé, je suis allé la voir euh, avec les selles, le sang dans les selles et d'autres choses, mais il me posait jamais les questions qu'un spécialiste poserait, qu'un spécialiste a éventuellement posé. Alors, la liste des symptômes de cancer du côlon. Alors, elle m'a jamais posé ces questions-là, mais elle m'a donné un test FIT. C'est revenu positif. Elle m'a dit, ah non, c'est pas urgent, mais je vais te mettre sur la liste pour une colonoscopie. OK, super. Mais ça l'a pris 6 mois pour avoir la colonoscopie parce que j'étais considérée non urgente. Et en fait, ça c'était... En fait, non. L'attente de 6 mois pour voir le spécialiste. J'ai vu le spécialiste. Lui, il est passé à travers toutes les questions et basé sur mes réponses, OK, je vais te mettre sur le semi-urgent pour la colonoscopie. Ça a pris un autre 3 mois pour finalement avoir la procédure. Et en fait, bon, je suis revenu avec le spécialiste qui dit, OK, désolé, vous avez un cancer du côlon. Et c'était une bonne masse, 14 centimètres, ce qui n'est pas petit. Quelque chose comme ça prend beaucoup de temps à développer. Alors, ils m'ont envoyé pour un CT. Le CT était clair. Alors, OK, on espère que c'est juste un et fini. Mais un mois plus tard, je suis allé pour la chirurgie.
Le chirurgien a trouvé un spot sur mon foie. Alors, ultimement, le résultat de ça, c'était le diagnostic de stade 4. Et j'ai ensuite dû faire 6 rondes de chimiothérapie. Une c'était oxaliplatin. Alors, merci Robin et Barry. C'était brutal, honnêtement. Je l'ai pas toléré du tout. Mais j'ai fait 6 mois de ça et mes scans montrent clair. Alors, c'est tout ce qu'on peut demander, hein? Alors, pour ce qui est de la défense des droits, c'est vraiment, surtout quand c'est précoce ou jeune âge, faut vraiment, on peut pas laisser aller les choses et dire, OK, ben, je vais leur faire confiance. Parce que c'est toi qui vas vivre l'impact à la fin. C'est toi qui dois gérer la maladie. C'est toi qui ultimement va mourir de ça s'il l'attrape pas assez tôt. Alors, si vous voyez les symptômes, si vous avez un historique familial, moi je l'avais, mais c'était un grand-parent. Bon, c'est mon grand-père, il est mort, même chose, précoce, jeune âge, il est mort quand il avait 57 ans. Alors, j'aurais probablement été dans le même bateau si j'avais pas eu le diagnostic à temps. Alors oui, si vous avez les symptômes, si vous êtes en dessous de l'âge de 50, si vous êtes en dessous de l'âge de dépistage au Canada, alors vraiment, il faut pousser pour le screening, pour le dépistage. Comme Barry a dit, c'est comme le dépistage au-dessus de l'âge de 50, ou en fait, c'est Robin qui a dit, si vous êtes en dessous de 50, ils vont suivre le protocole pour le dépistage, même si tu as des symptômes. Ce qui ne fait aucun sens pour moi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un protocole pour le dépistage basé sur les symptômes? C'est où ça? Personne veut avoir une colonoscopie. Il n'y a personne qui veut avoir ça. Alors, si on va voir notre médecin en disant j'ai besoin d'une colonoscopie, il doit avoir un problème. Tu sais, on fait pas juste des colonoscopies parce qu'on est paranoïaque, là. Alors, ça, c'est mon message. Communiquer aux amis, à la famille, n'importe qui. Alors, c'est pas juste une maladie qui affecte les vieux ou les gens qui ont un type de corps ou quelque chose comme ça l'affecte tout le monde. Euh, Si vous avez ces symptômes-là, ben, il faut vraiment défendre vos droits. Et je dirais que d'abord, éliminer la possibilité que c'est un cancer du côlon et ensuite trouver si c'est des hémorroïdes ou quelque chose d'autre. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Alors, j'ai fait un peu de advocacy dans les médias locaux. J'ai fait une entrevue juste pour augmenter et sensibiliser les gens au cancer précoce et chez les jeunes. Peut-être ça fait juste partie de ma communauté. Je sens comme s'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont diagnostiquées récemment. Peut-être. C'est peut-être juste la cohorte et je le remarque plus, mais oui, juste communiquer le message et aussi, je pense qu'on peut faire du travail là avec les généralistes, comme ma généraliste a dit qu'elle a appris de moi que elle n'avait jamais eu un patient de mon âge avec mes pas de facteurs de risque qui a un cancer colorectal. Mais maintenant, quand elle a des patients comme moi, elle les envoie directement au chirurgien qui peut aller puis faire une colonoscopie sans attendre parce que dans notre communauté, nos spécialistes ont des temps d'attente très longs, donc des mois mais si on envoie le patient au chirurgien, ils ont beaucoup plus de temps dans la salle de chirurgie. Alors, je pense qu'il y a du travail à faire là avec les généralistes, puis augmenter la sensibilisation, montrer que ça affecte tout le monde maintenant. Alors, j'imagine que c'est ça mon histoire. Anne-Marie, Mana, merci beaucoup. Une autre histoire de persistante. Puis j'aime les points que tu as amenés, que les patients peuvent enseigner aux professionnels de la santé.
en donnant l'exemple, en poussant, en enseignant et montrer qu'est-ce que ça veut dire de continuer. Et Pierre, on va passer à toi maintenant. Important pour nous d'écouter ton histoire, puis après ça, on va avoir une conversation sur quelques points qui ont été mentionnés. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Oui, comme il a été expliqué, alors je suis un survivant de stade 3. J'ai été diagnostiqué juste au début de la pandémie. Alors les hôpitaux étaient encore en train de voir qui serait admis à l'hôpital. Le système de santé essayait de voir comment ils allaient naviguer le COVID. Alors mes premiers symptômes étaient début avril 2020. Et comme maintenant, j'avais les premiers symptômes visibles, c'était des saignements. Et j'ai appelé un ami qui avait étudié la gastroentérologie. Il est une autre spécialité maintenant, mais je l'ai appelé juste pour décrire les symptômes. Et sa réponse, c'est probablement juste des hémorroïdes. À part ça, t'es en santé, t'es jeune, probablement juste des hémorroïdes. Alors, je l'ai laissé là. Quelques semaines, d'autres symptômes ont commencé à apparaître, problèmes digestifs, euh, l'urgence, des douleurs à l'estomac. J'ai appelé mon généraliste. J'ai été très chanceux. Euh, Contrairement à Robin, mon généraliste m'a pris au sérieux dès le début. Ils ont fait une accommodation à cause du COVID. Alors, c'était un appel au début. Puis ensuite, après des tests de sel et des tests de sang, j'ai eu un rendez-vous le lendemain et j'ai eu un colonoscopie Roche et j'ai eu un diagnostic de cancer du côlon et un mois plus tard, une chirurgie. Et la chimiothérapie et les soins avant la chirurgie étaient bons. Ce qui est arrivé, c'est après avoir la chirurgie, j'ai eu une colectomie de droite, j'ai eu ensuite la chimiothérapie. J'ai été un peu perdu dans le système. On m'a appelé pour les prises de sang, le CT, mais pour la colonoscopie, parce que j'ai eu la chirurgie en juin 2020, j'attends encore la colonoscopie. Alors, pour certains, la colonoscopie, c'est peut-être juste un test de confirmation, mais pour moi, c'est beaucoup la paix d'esprit parce que la colonoscopie que j'ai eue en mai 2020, on a vu une tumeur et je me souviens avoir vu la masse à l'écran. Alors, pour moi, la colonoscopie va m'amener la paix d'esprit juste pour que je puisse voir mon côlon, m'assurer qu'il n'y a plus rien là et j'attends encore pour ça. Alors, heureusement, j'ai une bonne relation avec mon oncologue et mon oncologue de chirurgie à Princess Margaret. On met de la pression pour avoir la colonoscopie, pour essayer de l'avoir le plus vite possible, mais j'attends encore pour. Alors, de l'autre côté, pour la défense des droits, moi, je suis membre de la communauté LGBTQ2+, et je regardais pour des ressources pour le cancer, surtout pour le cancer du côlon dans la communauté LGBTQ2+. Il n'y avait rien de disponible, certainement pas au Canada. J'ai vu quelques sites aux États-Unis qui en parlent, mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien de disponible ici encore. Et quand j'ai approché quelques organismes dans la communauté ici, il n'y avait pas grand-chose qui était, ou pas d'ouverture. On parle souvent de d'autres maladies comme le VIH ou d'autres maladies transmises sexuellement. Mais ce que je veux faire, c'est pas nécessairement retirer de ces conversations-là, mais au moins introduire la nouvelle conversation. Et depuis là, j'ai rencontré 2 ou 3 autres personnes qui font partie de la communauté, qui ont eu un diagnostic de cancer du côlon et comme moi, ils ne savent pas où aller, puis ils n'ont pas les ressources à l'intérieur de la communauté pour, par exemple, l'activité sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que j'ai eu un cancer du côlon ou un cancer rectal? Est-ce que je peux encore avoir des activités sexuelles? Par exemple. Et ces ressources-là sont importantes parce que pas tous les généralistes ou oncologues peuvent répondre à ces questions-là. C'est des questions spécifiques qui font partie de notre communauté. Alors,
pendant que je passe à travers ça, je veux mettre l'emphase sur la communauté et l'importance d'une conversation sur le cancer dans la communauté. Et ça, c'est mon histoire. Il y a encore un peu de travail à faire. J'espère avoir la colonoscopie bientôt. Et j'espère que l'année prochaine, à cette conférence-là, j'aurai eu ma colonoscopie. Anne-Marie, merci beaucoup, Pierre. Et une autre histoire incroyable que je pense ouvre la porte à une conversation sur la diversité des soins à travers diverses populations. Alors, je veux passer à la discussion maintenant et juste rappeler les gens qui écoutent qu'il y a la capacité à travers le chat et à travers la fonction de questions-réponses de poser des questions pour le panel. Alors, je vais ouvrir avec une question. Alors, vous avez tous beaucoup de force, beaucoup de résilience et je dois croire qu'il y a des gens qui écoutent qui peut-être ont pas le courage, ou si je peux utiliser ce mot-là, ou comprennent pas où trouver leur voie, ou faire, tu sais, ils disent toujours, je peux pas faire ce que Robin fait, ou ce que Pierre fait. Alors, c'est quoi vos conseils sur comment est-ce que les gens peuvent commencer à trouver leur voie? C'est où un bon point de départ? Surtout pour ceux et celles qui peut-être sont plus gênés que les gens sur le panneau. Robin, est-ce que tu aimerais commencer? J'aimerais commencer en disant que le patient informé, c'est le patient en sécurité. Le patient informé, c'est le patient qui est en sécurité. Vous ne savez pas quoi défendre si vous ne connaissez pas au sujet de la maladie ou des traitements. Comme Barry, il est allé aux États-Unis parce qu'il savait que eux savaient des traitements. Il faut faire beaucoup de recherches pour savoir ce que vous devriez recevoir. C'est quoi les standards? Et pas juste pour le dépistage, mais aussi pour le traitement. Alors, j'encouragerais fortement les gens de savoir le plus possible au sujet du cancer colorectal. Et moi, ce qui m'a aidé, c'était le CCC à l'époque avait un livret, ça disait voici les traitements conventionnels. Ah, OK. Ben, alors des organismes comme celle-ci peuvent donner des ressources qui peuvent donner plus d'informations aux patients. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est lourd, surtout après le premier diagnostic, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Mais à un moment donné, il faut juste apprendre le plus possible à propos de ce qui devrait arriver. Parce que si on... Les docteurs devraient savoir, mais ils sont trop occupés, trop de COVID, trop fatigués, trop de choses qui se passent en même temps, qui déraillent leur habilité de vous guider. Alors, il faut le savoir soi-même. Alors, le plus on sait, le plus en sécurité on est. Anne-Marie? Oui, alors l'idée d'apprendre de défendre ses propres droits versus défendre les droits du public, c'est vraiment important dans le panel. Alors, Barry, tu allais dire quelque chose? Oui, c'est très puissant ce que tu viens de dire. En fait, je me rappelle quand j'ai été diagnostiqué, puis je suis allé apprendre plus au début en pensant que je pouvais prendre l'information, puis je me suis évanoui. Ça a été le plus bas point de ma vie. Mais quand je me suis levé du plancher, que j'avais décidé d'être informé et de me battre, ça a été tellement émancipant comme moment dans ma vie. Euh, et c'est ce que Robin, je pense, essayait de dire. Le savoir égale la force. Le plus on sait, le plus on peut planifier, on peut trouver des choses pour s'aider, pour aider les autres ultimement, mais d'abord et avant tout soi-même. Et avec cette force, c'est ça qui nous amène vers la défense des droits plus tard, quand on reconnaît ces choses-là. Et comme les deux, comme Mana et Pierre ont dit, Mana t'a dit quelque chose qui a eu un gros impact sur nous, puis ça c'est il y a un an, à notre autre conférence, on parlait des généralistes. Et à cause de ça, on a décidé de commencer un programme qui s'appelle ça s'appelle My Symptoms Matter, mes symptômes comptent. C'est d'informer les généralistes de pas
éliminer un diagnostic de cancer colorectal juste parce que quelqu'un est jeune. Et Pierre aussi, tu as mentionné quelque chose qui nous a vraiment touchés, c'est le besoin d'ouvrir une conversation et ultimement, je pense que ça va informer soit nos groupes de soutien ou ce qu'on appelle maintenant les touch talks dans différentes communautés qui se rejoignent et discutent de c'est quoi l'impact sur eux. Et je pense que ça, c'est une belle opportunité à développer pour la communauté LGBTQ2+. Euh, alors, tu sais, si on peut mentionner quelque chose ici, c'est vraiment le savoir, l'éducation, c'est le pouvoir. Anne-Marie, je suggérais quand même que ça demande une certaine force et courage de parler, de défendre les droits pour soi-même et pour les communautés. Mana, ça serait quoi tes conseils à donner à quelqu'un, pour quelqu'un qui a eu une expérience et qui est important à partager avec les autres et qui peut redéfinir les résultats? Vous êtes allé sur la caméra, tu as dit que tu as fait des entrevues sur CBC, c'est extraordinaire. Ça serait quoi les conseils pour les autres? Ben, j'essaie juste de penser ce que Robin et Barry ont mentionné et c'est trouver la force de parler puis d'éduquer puis s'éduquer soi-même. Puis je pense que ça pour moi, c'était de faire partie d'une communauté et de trouver la communauté parce qu'il y a beaucoup de communautés. Alors en ligne surtout, mais si on trouve la bonne communauté, on peut apprendre des autres. Et je le sais que c'est tout anecdotique, peu importe, mais juste être capable de poser la question aux gens qui ont eu l'expérience, qui ont eu la même expérience que toi, ou quelque chose de similaire, et d'avoir des réponses. Avoir plusieurs réponses de plusieurs personnes de partout dans le pays, et même d'autres pays. On va pas apprendre sur les avancements dans les soins si on reste ici. Et peut-être c'est pas disponible pour nous, mais on peut apprendre pourquoi on défend. Alors pour moi, mon expérience avec mon premier oncologue, la première réunion avec elle, elle disait tu peux faire K-Pox, Folfox, puis elle listait plein de choses qu'on pouvait faire. Puis j'ai juste dit, OK, mais comment t'écris ça, Folfox? C'est un acronyme. Comment on est censé écrire ça? Mais je savais rien. Mais sa réponse, c'est pas grave. C'est pas grave. Puis ça aussi, faut vraiment s'assurer que le docteur avec qui vous travaillez vous considère comme faisant partie de l'équipe. Et tu sais, ce que toi tu comprends, c'est leur bienfait. Et même mon oncologue, je lui posais plein de questions. Puis il me disait, ben, je peux voir que tu as fait plein de recherches, puis j'apprécie ça. Ben, voici la réponse à tes questions. Euh, Lui, il était beaucoup plus ouvert à travailler en équipe versus lui juste conduire le bateau, puis moi qui dis OK. Alors, oui, juste pour revenir à l'éducation et l'idée que le savoir, c'est le pouvoir, je pense que oui, c'est vraiment la chose la plus importante pour nous tous, pour trouver notre puissance, notre confiance et d'être capable de parler devant les autres. Et, OK, à la télé, mais ça pour moi, c'est très déstabilisant quand même. Mais oui, on veut, ou on est tiré vers l'idée d'en parler aux gens. Puis, tu sais, on est capable d'ignorer nos nerfs si on est capable de le faire. Ça veut dire qu'on peut aider les autres. Anne-Marie, Pierre, je te donne le dernier mot. Je sais que tu as eu une bonne relation avec ton généraliste et ton oncologue et ça va peut-être encourager d'autres. Oui, en effet, puis d'avoir cette relation-là avec eux, ça m'a pas juste permis de parler à lui et à l'équipe médicale, mais avoir ces conversations-là avec ma famille après. Qu'est-ce qui doit être fait?
poser la question à mon frère. Tu sais, va te faire dépister, ça fait partie de la famille. Alors, bâtir la confiance avec mon généraliste a bâti la confiance avec ma famille et maintenant avec ma communauté. Et c'est juste le grand cercle. On peut juste rien faire d'autre que d'aider. Anne-Marie, merci beaucoup pour ça. Va falloir finir ici, malheureusement. Je pense que vous tous, vous êtes tellement des bons exemples de comment prendre un pas peut nous amener à du changement incroyable. Que ce soit l'acceptation d'une nouvelle thérapie, du dépistage, influencer un professionnel de la santé ou juste la première étape pour la défense de ses droits, ça peut amener à quelque chose de tellement mieux. Alors, on va finir ici formellement et prendre des questions. Alors, bonjour, on a 10 minutes ensemble pour les questions. Et comme a été le cas pour toutes les sessions pendant la conférence, on a beaucoup de questions. Alors, juste pour renforcer que ceux qui n'ont pas de réponse aux questions pendant la session aujourd'hui, sachez qu'il y a une très belle équipe qui va vous revenir avec une réponse ou une résolution aux questions. Alors, je vais commencer avec un commentaire ici qui parle, en fait, c'est un pont de où Pierre a dit des choses, mais j'adore la question parce que ça flippe, ça retourne les choses. Donc, comment est-ce que les patients peuvent encourager et éduquer les généralistes? Mais naturellement, on peut toujours que les généralistes éduquent les patients, mais c'est comment est-ce que les patients peuvent éduquer les généralistes? Alors, Barry a mentionné ça de ta perspective, et je suis curieux d'entendre les autres. C'est quoi vos conseils pour l'éducation des généralistes? Est-ce que tu voudrais essayer de prendre la question? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour encourager et éduquer ton généraliste? Je suis peut-être pas la meilleure personne parce que diagnostiquement, j'ai passé à travers trois généralistes et ils étaient tous complètement hors champ. Et dit que les gens en dessous de 50 ne pouvaient pas avoir le cancer colorectal. Oui, j'apprécie, mais je dirais que tu es peut-être la meilleure personne. Mais je vais juste mettre ça de côté. Et maintenant, est-ce que tu voulais en parler? Alors, je pense que pour moi, c'est plus une question d'apprendre avec ma généraliste. On est passé. Oh, désolé, il y a eu un peu de feedback là. C'était pas toujours moi qui éduquais ma généraliste, mais je pense que si vous allez chez votre généraliste avec des symptômes, c'est important de dire, OK, ben, c'est une possibilité d'être un cancer colorectal. C'est impossible si vous êtes capable de communiquer d'une façon où on dit, OK, est-ce qu'on peut éliminer la possibilité que c'est un cancer du côlon avant de dire que c'est des hémorroïdes ou quelque chose de bien? C'est pas aidant. Est-ce qu'on peut s'assurer que ça ne va pas me tuer? Après ça, on peut passer aux choses bénignes. Alors, je pense que si vous avez un généraliste qui est ouvert à la conversation, je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Si vous n'avez pas un généraliste qui est ouvert à cette conversation-là, peut-être que oui, c'est temps de trouver un autre généraliste. Puis je sais que ça peut être difficile, mais ça peut valoir l'effort. C'est un bon point. La question. Alors, ceux qui sont plus vulnérables, qui n'ont pas les ressources, le savoir, je soutiens la défense de nos droits, mais ceux qui sont plus vulnérables et qui n'ont pas la confiance de défier un professionnel, n'ont pas le savoir pour faire leur propre recherche. Alors, qu'est-ce qui est la meilleure façon pour ces gens-là? Barry? Oui, en fait, c'est une excellente question, ça. Et vous savez, je pense que
plusieurs gens ne commencent pas comme défenseurs. Et la confiance se développe avec le temps. Alors, il ne faut pas s'ignorer pour commencer, mais c'est important de s'entourer de familles, de membres d'équipe, d'amis qui peuvent vous aider à faire cette recherche-là et même peuvent écouter pour vous. Moi, je me souviens aller voir le médecin et ils disent des choses et c'est comme si j'étais dans une autre pièce. Alors, c'était très important d'avoir quelqu'un avec moi pour prendre des notes et me rappeler ce qui a été dit dans la pièce. Et naturellement, une fois qu'on a la famille, des amis pour nous aider, ça aide. Et naturellement, nous, ici à CCC, on peut aider aussi, on peut poser des questions, on peut avoir des deuxièmes opinions, on peut vous aider à vous guider pour d'autres opportunités de recherche, faire la recherche des essais cliniques. Alors vraiment, c'est pour ça qu'on s'appelle une communauté. Ça commence à la maison, naturellement, avec la famille, les amis. Et si vous pouvez avoir cette conversation itérative, on en a parlé hier avec les professionnels, c'est super. Et on est là pour vous soutenir dans ce parcours-là. Merci. Avec les quelques minutes qui nous restent, je veux en fait mettre sur la table quelque chose qui ressort avec les questions. Je pense que ça a été montré par l'âge à laquelle les gens ont eu un diagnostic de cancer colorectal. Et la question, c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se bat pour la limite d'âge pour le dépistage? On sait que c'est 50 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour gérer le problème du cancer colorectal précoce? Barry, peut-être commencer, puis après ça, on pourra faire le pont à d'autres personnes. Alors, une des questions les plus frustrantes qu'on reçoit tout le temps, et c'est une question qui est en fait directement à point si on regarde autour de la table. Quand moi j'ai été diagnostiqué, certainement en dessous de l'âge de 50, j'avais 40, tout le monde ici, je pense, était aussi en dessous de l'âge de 50 ans quand ils ont reçu leur diagnostic. Et alors, ça semble pas être quelque chose qui va être facile versus les États-Unis. Ils ont descendu la recommandation à 45. Alors, ayant dit ça, ça c'est pour les programmes de dépistage, test fit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrebalancer ça, qui est important? D'abord, c'est d'encourager les gens plus jeunes de connaître leur historique familial. Est-ce qu'il y a des gens dans la famille directe qui ont eu la maladie? Est-ce qu'il y a une disposition génétique comme le syndrome de Lynch qui vous mettrait à un risque élevé? Est-ce que vous avez des signes ou symptômes de la maladie? Il ne faut pas les ignorer, vérifier. C'est pas juste parce qu'on est en dessous de 50 qu'il devrait être ignoré. Ça pourrait être juste un hémorroïde, mais certainement, on veut vérifier tous les avenues. Alors, l'éducation, la connaissance, le style de vie, euh, il n'y a aucune façon de prévenir 100%, mais on peut réduire le risque d'exercice. Et si on rajoute ça avec le savoir, on peut prendre soin de toutes ces personnes et éviter que ces personnes-là aient le cancer. Et s'ils ont des signes de polype, peut-être les faire enlever. Ensuite, on fait un suivi avec la colonoscopie. Mais c'est vrai, il faut pousser. Ensuite, la prochaine phase, c'est le gouvernement. C'est de vraiment se battre pour ça. Et dans le réseau de dépistage, moi, ce que je fais, c'est que j'amène ces questions-là très souvent. Et en fait, on fait des questionnaires en ce moment. Et on amène la question constamment pour évaluer la possibilité de faire un suivi qui sont faits aux États-Unis. Mais comme j'ai dit, on peut suivre, on peut changer les lignes directes pour le dépistage. Mais aussi une situation où on peut avoir un impact immédiat à travers la sensibilisation. Et pour revenir à la première question,
c'est l'éducation, mais sensibiliser les généralistes de ne pas renvoyer un patient juste parce qu'ils sont jeunes. Maintenant, Pierre, avec vos situations personnelles, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter à la conversation qui serait utile? Ben oui, je pense que pour moi, le pouvoir vient vraiment des généralistes. Naturellement, pour moi, je sens qu'avec mon expérience, avec le diagnostic, c'était comme si j'étais comme prise dans un protocole qui fonctionnait pas pour moi. C'était pas la faute du généraliste, c'est juste son protocole. Je suis allé d'autres généralistes, puis eux suivaient les mêmes protocoles. Alors, je ne suis pas certaine où on irait avec ça pour ce qui est de la défense des droits, mais euh, je pense que ça irait loin parce qu'on ne parle pas d'un programme de dépistage, on parle juste d'adresser des symptômes. Alors oui, alors ça c'est entre les mains des généralistes et les gens qui créent ces protocoles-là pour les généralistes les suivent. Pierre, dernier mot, après ça, il faut qu'on parte. J'allais, je, comme Mana a dit, on ne gère pas des protocoles, on gère des symptômes. Je pense qu'on ça commence avec des conversations, votre historique d'abord avec la famille, ensuite parler à vos généralistes. Et puisqu'on défend nos propres droits, avec le généraliste, défendez vos propres droits. Et de cette façon-là, vous pouvez aller à l'affront de certaines situations. Super, parfait. Et avec ça dit, il y a encore une douzaine de questions qu'on va répondre, auxquelles on va répondre derrière les rideaux. Mais merci Pierre, Barry, Mana, Robin. On apprécie votre participation.